La noblesse noire vénitienne est le concept d'oligarchie. Au centre de l'oligarchie se trouve l'idée que certaines familles naissent pour régner en tant qu'élite arbitraire, tandis que la grande majorité d'une population donnée est condamnée à l'oppression, au servage ou à l'esclavage. Pendant la plupart des 2500 dernières années, les oligarques ont été identifiés par leur soutien aux écrits philosophiques d'Aristote et leur rejet de l'épistémologie de Platon. Aristote a affirmé que l'esclavage est une institution nécessaire parce que certains sont nés pour gouverner et d'autres pour être gouvernés. Il a également réduit la question de la connaissance humaine à la certitude et à la perception les plus grossières des faits. Le formalisme d'Aristote est un moyen de tuer la créativité humaine et représente donc le mal absolu. Ce mal est exprimé par la vision bestialiste des oligarques selon laquelle les êtres humains sont les mêmes que les animaux. Les oligarques identifient la richesse uniquement en termes monétaires et pratiquent l'usure, le monétarisme et le pillage au détriment du progrès technologique et de la production physique. Les oligarques ont toujours été associés au rejet arbitraire d'une véritable découverte scientifique et d'une méthode scientifique en faveur d'une anti-science ouverte ou d'une pseudo-science obscurantiste plus subtile. L'oligarchie croit depuis des millénaires que la Terre est surpeuplée. Le commentaire oligarchique sur la guerre de Troie était que ce conflit était nécessaire pour empêcher un plus grand nombre d'humanités d'opprimer la mère Terre. Ils ont constamment souligné les caractéristiques raciales souvent comme moyen de justifier l'esclavage. Dans les affaires internationales, les oligarques recommandent des méthodes telles que la géopolitique, comprise comme la méthode de diviser pour régner, qui permet à un pouvoir de l'emporter en affrontant ses adversaires les uns contre les autres. La politique oligarchique s'efforce de maintenir un équilibre des pouvoirs entre ses adversaires pour son propre bénéfice. Mais cette tentative échoue toujours à long terme et conduit à de nouvelles guerres. L'essence de l'oligarchisme se résume dans l'idée de l'empire dans lequel une élite s'identifiant comme une race maîtresse règne sur une masse dégradée d'esclaves ou d'autres victimes opprimées. Si les méthodes oligarchiques sont autorisées à dominer les affaires humaines, elles créent toujours une crise de civilisation éclatée avec dépression économique, guerre, famine, peste et peste. La peste noire du XIVe siècle et la guerre de 30 ans, 1618-1648, qui ont toutes deux des liens avec l'intelligence vénitienne, en sont des exemples. La société post-industrielle et la crise des produits dérivés à notre époque ont entraîné le potentiel d'un nouvel effondrement de la civilisation. Cette crise ne peut être inversée qu'en rejetant dans la pratique les axiomes de la mentalité oligarchique. Un pilier du système oligarchique est la fortune familiale, ou fondo, comme on l'appelle en italien. La continuité de la fortune familiale qui gagne de l'argent grâce à l'usure et au pillage est souvent plus importante que la continuité biologique entre les générations de la famille propriétaire de la fortune. Le long et tortueux chemin des peuples à travers l'histoire voit les Khazars en Terre Sainte et une partie des Cananéens finalement dans le nord de l'Italie, adoptant le nom de Sepharvem, à des fins trompeuses. Ils devinrent plus tard connus sous le nom de Vénitiens, et en épousant la royauté et l'aristocratie européenne, la noblesse noire. Dans le monde pré-chrétien autour de la Méditerranée, les forces politiques oligarchiques incluaient Babylone en Mésopotamie. La putain de Babylone, condamnée dans l'Apocalypse de Saint Jean, n'est pas une construction mystique mais un cartel très spécifique de familles oligarchiques. D'autres centres oligarchiques comprenaient Hiram de Tyr et les Phéniciens. L'Empire perse était une oligarchie. Dans le monde grec, le centre de la banque de l'intelligence oligarchique était le temple d'Apollon à Delphès, dont les agents comprenaient Lycurgue de Sparte et plus tard Aristote. À Venise, le plus grand fondo était la dotation de la basilique Saint-Marc, qui était étroitement associée au trésor public vénitien et qui absorbait la fortune familiale des nobles morts sans héritier. Ce fondo était administré par les procureurs de Saint-Marc, dont la position était l'une des plus puissantes du système vénitien. Autour de ce fondo central étaient regroupées les fortunes familiales individuelles des grandes familles oligarchiques telles que le Mocenigo, le Comaro, le Dandolo, le Contarini, le Morosini, le Zorzi et le Tron. Lorsque l'oligarchie vénitienne a transféré bon nombre de ses familles et de ses actifs en Europe du Nord,
les fonds vénitiens ont fourni le noyau de la Grande Banque d'Amsterdam qui a dominé l'Europe au cours du XVIIe siècle et de la Banque d'Angleterre qui est devenue la première banque du XVIIIe siècle. Venise était l'ennemi de Charlemagne. Le fils de Charlemagne, le roi Pépin d'Italie, a tenté en vain de conquérir la lagune de Venise. Charlemagne a été forcé de reconnaître Venise comme une partie de l'Empire oriental ou byzantin, sous la protection de l'empereur Nicephorus. Venise n'a jamais fait partie de la civilisation occidentale. Au cours des 4 siècles suivants, Venise s'est développée comme deuxième capitale de l'Empire byzantin, à travers des alliances de mariage avec certaines dynasties byzantines et des conflits avec le Saint-Empire romain basé en Allemagne. L'économie vénitienne s'est développée grâce à l'usure et à l'esclavage en 1082. Les Vénitiens avaient des droits commerciaux exonérés d'impôts dans tout l'Empire byzantin. Les Vénitiens ont été les principaux facteurs à l'origine des croisades contre le pouvoir musulman en Méditerranée orientale. Dans la 4e croisade de Las en 1202, les Vénitiens ont utilisé une armée de chevaliers féodaux français pour capturer et piller Constantinople, la ville chrétienne orthodoxe qui était la capitale de l'Empire byzantin. Au cours des années 1200, les Vénitiens, maintenant au sommet de leur puissance militaire et navale, ont entrepris de créer un nouvel empire romain avec son centre à Venise. Ils se sont étendus dans les îles grecques, la mer Noire et le continent italien. Ils ont aidé à vaincre les dirigeants Hohenstaufen d'Allemagne et d'Italie. Les renseignements vénitiens ont aidé Gengis Khan alors qu'il attaquait et anéantissait des pouvoirs qui avaient résisté à Venise. Les Vénitiens ont causé la mort du poète et personnage politique Dante Alighieri, qui a développé le concept de l'État-nation souverain moderne en opposition au plan vénitien d'empire. Une série de guerres à Gênes a conduit plus tard à la fusion de facto de Venise et de Gênes. Les banquiers vénitiens, souvent appelés lombards, ont commencé à piller de nombreuses régions d'Europe avec des prêts usuraires. Henri III d'Angleterre, dans les années après 1255, est devenu insolvable après avoir contracté d'énormes prêts lombards pour financer des guerres étrangères à un taux d'intérêt de 120 à 180%. Ces transactions ont créé la base du parti vénitien en Angleterre. Lorsque les banquiers lombards ont failli en raison du non-paiement des Anglais, une crise de rupture de l'économie européenne s'en est suivie. Cela a conduit à un nouvel effondrement de la civilisation européenne, y compris le début de la peste noire qui a dépeuplé le continent. Au milieu du chaos, les Vénitiens encouragèrent leurs alliés Édouard III d'Angleterre à faire la guerre à la France dans le conflit qui devint la guerre de 100 ans, de 1339 à 1453, qui plongea la France dans le chaos avant que Sainte Jeanne d'Arc ne vainque les Anglais. Cela a ensuite été suivi par les guerres des Roses en Angleterre. Du fait de la domination vénitienne, le XIVe siècle était devenu une catastrophe pour la civilisation. Au milieu de la crise des années 1300, les amis de Dante et Pétrarque ont jeté les bases de la Renaissance dorée italienne qui a atteint son point culminant avec Niccolò de Cusa, le pape Pie II et le Conseil de Florence parrainé par les Médicis de 1439. Les Vénitiens ont combattu la Renaissance avec une politique d'expansion sur le continent italien, ou terra firma, qui les a amenés à la périphérie de Milan. Plus fondamentalement, les Vénitiens ont promu la philosophie païenne d'Aristote contre le platonisme chrétien des Florentins. Autour de 1400 après Jésus-Christ, les centres de pouvoirs européens ont fusionné en 2 camps. Les Ghibellines qui ont soutenu la famille Hohenstaufen et les Guelfes de Welf, le prince allemand qui a rivalisé avec Frédéric pour le contrôle du Saint-Empire romain germanique. Le pape s'est allié avec les Guelfes. Toute l'histoire européenne moderne découle directement de la lutte entre ces 2 puissances. Les Guelfes sont aussi appelés les Neri, les Guelfes noirs ou la noblesse noire, et ont soutenu Guillaume d'Orange dans sa prise du trône d'Angleterre qui a finalement abouti à la formation de la Banque d'Angleterre et de la Compagnie des Indes orientales. Lorsque Cusa et ses amis ont réussi à réunir l'Église catholique romaine et les églises orthodoxes et autres églises orientales au Concile de Florence, les Vénitiens ont tenté de saboter ce résultat. Les Vénitiens ont essayé d'utiliser le pouvoir des nouveaux États-nations, en particulier la France, pour écraser Milan et permettre une nouvelle expansion vénitienne. Mais les ambassadeurs du roi de France et de l'empereur autrichien se réunissent à Cambrai en décembre 1508.
et conviennent de créer une Ligue européenne pour le démembrement de Venise. La réforme comme stratagème. La figure de proue de la réforme protestante, la première protestante de l'Europe moderne, était le cardinal de Venise Gasparo Contarini, qui était également le chef de la contre-réforme catholique. Contarini était un élève de Padoue, aristotélicien Pietro Pomponazzi, qui a nié l'immoralité de l'âme humaine. Contarini a été le pionnier de la doctrine protestante du salut par la foi seule, sans égard pour les bonnes œuvres de charité. Il a organisé un groupe de protestants italiens appelé Gli Spirituali, y compris des oligarques comme Vittoria Colonna et Giulia Gonzaga. Les réseaux de Contarini ont encouragé et protégé Martin Luther et plus tard John Calvin de Genève. Contarini a envoyé son voisin et parent Francesco Zorzi en Angleterre pour soutenir le plan du roi Henri VIII de divorcer de Catherine d'Aragon. Au fur et à mesure que la contre-réforme progressait, les réseaux Contarini se divisaient en deux ailes. Les spiritualistes protestants qui ont évolué plus tard en Giovanni et qui ont desservi des réseaux en croissance en France, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Écosse. L'autre aile était le Zélanti, orienté vers la répression et l'inquisition et caractérisé par le pape Paul IV Carafa. Les Zélanti ont évolué pour devenir le parti oligarchique appelé les Vecchi, qui desservait les réseaux vénitiens au Vatican et les dominos catholiques des Habsbourg. Le conflit apparent des deux groupes a été orchestré pour servir des projets vénitiens. Le pouvoir des Guelfes s'étendrait à travers les places financières italiennes au nord de la France en Lombardie. Lombard en allemand signifie banque de dépôt, et les Lombards étaient les banquiers de tout le monde médiéval. Ils transféreront plus tard les opérations vers le nord à Hambourg, puis à Amsterdam et enfin à Londres. Les Guelfes commenceraient la traite des esclaves vers les colonies. Les Guelfes, afin de faciliter leur contrôle des finances et de la politique, perpétueraient des cultes gnostiques qui se sont finalement développés en Rosicruciens, Unitariens, Fabian Society et le Conseil œcuménique des Églises. La Société des Indes orientales, conjointement avec John Stuart Mill, financerait l'Université de Londres. Un ami de Mill, l'historien George Grote, fondateur de l'Université de Londres, a fait un don de 6000 livres pour l'étude de la santé mentale, qui a lancé le mouvement mondial de la santé mentale. Banca Commerciale d'Italia, Banca Privata, Banco Ambrosiano, la Banque des Pays-Bas, Barclays Bank, Banco del Colombia, Banco de Iberoamérica, la Banca della Svizzera Italia, BSI, présente un intérêt particulier car elle gère les investissements en capitaux de vol à destination et en provenance des États-Unis, principalement en dollars et en obligations américaines. Lugano est le centre des capitaux de la noblesse noire. Lugano n'est pas situé en Italie ou en Suisse et est une sorte de zone crépusculaire pour les opérations de capitaux de vol ombragés. Dans le traité de Vérone de 1822 entre l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie, les jésuites ont accepté de briser la constitution américaine et de supprimer la liberté des États-Unis. Leur méthode comprenait la destruction de la liberté d'expression, la destruction et la suppression de la presse, la censure universelle, le maintien de la coopération du pape et du clergé pour utiliser la religion pour aider à maintenir les nations dans l'obéissance passive et le financement des guerres contre les pays avec des gouvernements représentatifs. Les monarques qui ont signé ce traité ont finalement été destitués. La plupart de ces familles sont très riches et peuvent être plus puissantes aujourd'hui que lorsqu'elles étaient assises sur des trônes. Ils sont connus collectivement comme la noblesse noire. En privé, ces familles refusent de reconnaître tout droit de gouverner sauf le leur. Le fait que ce traité ait été conçu il y a longtemps ne signifie pas qu'il est nul. Le traité a été inscrit au registre du Congrès le 25 avril 1916 par le sénateur Owen. Aujourd'hui, l'Italie et en particulier Venise est très importante sur le plan stratégique car 1. Elle est la plus proche du Moyen-Orient et 2. C'est une porte d'entrée pour les drogues entrant en Europe depuis Liban et l'Iran. Après la création du Club de Rome en 1968, un corps issu de cette noblesse noire, toutes sortes de choses ont commencé de manière socialiste. Le soulèvement de Paris, les brigades rouges, la chute de divers régimes et l'affaire Aldo Moro, que les enquêteurs ont découvert que des vieilles familles étaient en quelque sorte intéressées par la question
pour des raisons pas tout à fait claires. Le Pétier du Club de Rome a dirigé le conseil économique de l'Institut Atlantique pendant 3 décennies alors qu'il était directeur général de la Fiat Motor Company de Giovanni Agnellis. Agnelli, membre d'une ancienne famille italienne, joue un rôle de premier plan dans les projets de développement en Union soviétique. Le Club de Rome est une organisation fêtière pour les financiers anglo-américains et les vieilles familles d'Europe, en particulier à Londres, Venise et Gênes. Leur rôle clé est de créer et de gérer les récessions économiques et les éventuelles dépressions. Les convulsions sociales à l'échelle mondiale suivies de dépressions sont le seul véritable moyen de créer des bénéficiaires du bien-être de l'avenir et une série d'États nourriciers. C'est la fonction à long terme tout en nettoyant les marchés financiers au fur et à mesure. L'un de leurs membres, Étienne d'Avignon, a été chargé de l'effondrement de l'industrie sidérurgique aux États-Unis et comme l'a montré le traité de Vérone, les familles européennes ont tout à fait un intérêt aux États-Unis et vice-versa, d'où le record du Congrès. Plus difficile à établir est Jacques Soustel, financé par la famille suisse Oltramer, qui dirigeait l'un des centres d'assassinat de la Confédération Helvetica. Un autre extrait intéressant. Richard Gardner se mariant avec les vieilles familles en Italie et fournissant encore plus de liens entre l'Italie et les États. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de culture et de science, et ce conflit joue un rôle énorme dans les principaux mouvements sociétaux de l'histoire moderne. Toute l'histoire européenne depuis le XVe siècle, en Europe et dans le monde, a été dominée par le conflit culturel entre l'influence rayonnée de la Renaissance et la force opposée lancée à Venise de ce que l'on appelle les Lumières. C'est le pouvoir contre lequel nous essayons de nous opposer, notre pouvoir ne reposant que sur la légitimité du peuple lui-même. Il a fallu des siècles d'efforts patients pour que l'ordre mondial atteigne le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui. Ses origines en tant que force internationale remontent aux marchands d'esclaves phéniciens, se poursuivit à travers les familles phnariotes de l'Empire byzantin, puis les commerçants et banquiers vénitiens et génois du Moyen-Âge, qui se sont installés en Espagne et au Portugal, puis en Angleterre et Écosse. Au XIVe siècle, le Génos contrôlait les propriétaires écossais. La famille impériale de l'Empire byzantin, les paléologues signifiant la parole, ont été attaqués par la fraction gnostique dont la philosophie matérialiste aristotélicienne a été le précurseur de la dialectique hégélienne et du marxisme. Les paléologues croyaient profondément à la foi chrétienne, telle qu'exprimée par le rite orthodoxe. La Compagnie britannique des Indes orientales appartenait à la noblesse noire. Les armées matérialistes vénitiennes et génoises, avec l'aide des infidèles turcs, ont pillé et conquis Constantinople, la légendaire cité de Dieu. Les survivants byzantins ont recréé leur culture en Russie avec Moscou comme la troisième Rome. Le plan de destruction de l'Église orthodoxe et de son chef Romanov, entre parenthèses Nouvelle Rome, était l'objectif caché de la Première Guerre mondiale. Les vainqueurs sont repartis avec $1 milliard de fortune Romanov, après avoir remporté la défaite de leurs ennemis détestés, l'Église orthodoxe. Au Moyen-Âge, les centres de pouvoirs européens se sont regroupés en 2 camps. Les Ghibellines, ceux qui soutenaient la famille de l'empereur Hohenstaufen, et les Guelfes de Welf, le prince allemand qui rivalisa avec Frédéric pour le contrôle du Saint-Empire romain germanique. Le pape s'est directement allié avec les Guelfes contre les Ghibellines, ce qui a mené à leur victoire. Toute l'histoire moderne découle directement de la lutte entre ces 2 puissances. Les Guelfes, également appelés Neri ou Black Guelfs, et les Black Nobility étaient les Normands qui ont conquis l'Angleterre au XIe siècle. Les Génois qui ont soutenu Robert Bruce dans sa conquête de l'Écosse et qui ont soutenu Guillaume d'Orange dans sa prise du trône d'Angleterre. La victoire de William a entraîné la formation de la Banque d'Angleterre et de la Compagnie des Indes orientales qui dirige le monde depuis le XVIIe siècle. Chaque coup d'État, révolution et guerre qui a suivi s'est concentré sur la bataille des Guelfes pour conserver et renforcer leur pouvoir qui est maintenant l'ordre mondial.
Le pouvoir des Guelfs s'est accru grâce à leur contrôle des opérations bancaires et du commerce international. Il s'est étendu à travers les centres italiens au nord de Florence, en Lombardie, qui sont devenus de grands centres financiers. Tous les banquiers italiens, y compris les Génois, les Vénitiens et les Milanais, étaient appelés Lombards. Lombard en allemand signifie banque de dépôt. Les Lombards étaient les banquiers de tout le monde médiéval. L'histoire moderne commence avec le transfert de leurs opérations vers le nord à Hambourg, Amsterdam et enfin à Londres. La grande fortune américaine trouve son origine dans la traite des esclaves de Guelfes vers les colonies. Beaucoup de marchands d'esclaves ont doublé en piratage. L'église de la Trinité, dont le principal vestiment fut plus tard J.P. Morgan, était à l'origine connue comme l'église des pirates. Le capitaine William Kidd a fourni le matériel en 1697 et un banc lui a été réservé. Il a été arrêté l'année suivante et pendu avec des chaînes à Newgate. En 1711, un marché aux esclaves a été installé à Wall Street près de l'église et y a fonctionné pendant de nombreuses années. Deux des influences les plus puissantes du monde aujourd'hui sont le commerce international de la drogue qui a commencé avec l'East Indian Company et l'espionnage international qui a commencé avec la Banque d'Angleterre. L'East Indian Company a obtenu une charte en 1600 dans les derniers jours du règne de la reine Élisabeth. En 1622, sous James I, elle devint une société anonyme. En 1661, pour tenter de conserver son trône, Charles II accorde à la East Indian Company le pouvoir de faire la guerre. De 1700 à 1830, la East Indian Company a pris le contrôle de toute l'Inde et a arraché le monopole historique de l'opium au grand boss. Sir Walter Raleigh, un patriote, a vu que les machinations des trafiquants d'argent internationaux ruinaient de nombreux Anglais et a essayé de les arrêter. Ils ont conspiré à son tour contre lui et l'ont fait décapiter. L'ordre invoque invariablement la loi contre ses ennemis. L'East Indian Company, originaire de London Staples, fut plus tard connue sous le nom de London Mercer Company, guilde de commerçants qui détenaient des monopoles sur certaines voies de commerce. C'était une émanation directe des établissements bancaires commerciaux du nord de l'Italie, de Venise et de Gênes. Les entreprises liées étaient la Hansa allemande et la Hans des Pays-Bas, dont le siège était situé à Bruges. Il était également allié à la Livent Company et à l'Anglo-Muscovy Company. Sébastien Cabot, dont les descendants sont éminents dans la banque et le renseignement américain, a levé le capital d'amorçage pour Anglo-Muscovy en Italie et à Londres. L'entreprise exploitait des routes commerciales terrestres du nord de la Baltique vers l'Inde et la Chine. D'autres sociétés liées étaient la London Company, affrétée en 1606 pour établir The Virgian Plantation sur une base communiste, et la Plymouth Company, dont les descendants contrôlent le monde des affaires de la Nouvelle-Angleterre. Les banques City qui dominent la finance et la politique américaine descendent directement des opérations de l'Est de l'Inde et de la Banque d'Angleterre. L'empire Rockefeller est le rejeton le plus important de cette dynastie. Le groupe Bilderberg est une ramification de la noblesse vénitienne. Le groupe Bilderberg est la version européenne du Council on Foreign Relations, CFR, agissant au nom du comité des 300, la reine d'Angleterre, en particulier du Vatican et du priorier de Sion. Le chevalier de Malte, le docteur Joseph Hieronyme Ratzinger, a comploté pour forger des alliances avec le Conseil européen des princes, la CIA et le MI6 britannique, en créant un autre groupe de réflexion du nouvel ordre mondial qui sera connu sous le nom de groupe Bilderberg. Fait intéressant, le deuxième prénom du docteur Ratzinger est littéralement traduit par membre de l'occulte. Le docteur Ratzinger, fondateur du mouvement européen menant à la fondation de l'Union européenne, a approché le prince Bernard des Pays-Bas en 1952, qui a accepté de devenir son cofondateur. Prince Bernard a précisé sa première réunion à l'hôtel Bilderberg à Oosterbeek, en Hollande, du 29 au 31 mai 1954.
et en est resté le président jusqu'à ce que le scandale le force à démissionner en 1974. Le groupe Bilderberg se réunit secrètement à huis clos à intervalles irréguliers, 1 ou 2 fois par an depuis sa formation. Son objectif est le même que le CFR, pour retirer l'indépendance de tous les pays et permettre aux aristocraties de régner derrière la puissance militaire des Nations Unies. Ce que l'on appelle le groupe Bilderberg remonte dans le temps à la noblesse noire vénitienne, aux maisons royales et aux lignées des familles oligarchiques européennes. Derrière cette société secrète est un réseau contemporain de puissants intérêts bancaires marchands du modèle oligarchique financier vénitien médiéval connu sous le nom de fondi. Les sociétés britanniques et néerlandaises des Indes orientales, les précurseurs du Conseil des 300 et les Bilderberg sont des exemples de ces banques d'affaires privées. Leur objectif final est une société post-industrielle. En fait, leur vrai nom est synarchiste. Le synarchisme est utilisé pour définir un nouveau concept d'alliance politique par une confrérie internationale de financiers et d'industriels à travers une unité des socialistes et des anarchistes sur des principes fascistes. Le mouvement synarchiste a essentiellement pour objectif de renverser tous les pays où existent les régimes parlementaires jugés insuffisamment consacrés aux intérêts de ces groupes et par conséquent trop difficiles à contrôler en raison du nombre de personnes nécessaires pour les contrôler. Par conséquent, il n'est pas trop difficile de comprendre que l'intention derrière chacune des réunions de Bilderberg est de savoir comment créer une aristocratie de but synarchiste entre l'Europe et les États-Unis et comment parvenir à un accord sur les questions de politique, l'économie et la stratégie pour gouverner conjointement le monde. L'alliance de l'OTAN était leur base d'opération et de subversion cruciale car elle leur a servi de toile de fond à leur plan de guerre perpétuelle ou du moins à leur politique de chantage nucléaire. Le développement d'un nouveau système de missiles russes inquiète l'OTAN. Lors d'une réunion à Bruxelles, l'organisation a accusé Moscou de violer le traité sur les armes nucléaires. Ce système de missiles russes pourrait en effet atteindre les pays baltes. Bien que la Russie dispose déjà et a priori d'une forte puissance de frappe, elle lance maintenant un nouveau système d'une portée de 500 km qui pourrait facilement atteindre tous les pays baltes, la mer Baltique et créer une zone aérienne inaccessible pour les Alliés. Et je pense que c'est une question dont l'OTAN ne veut pas vraiment parler en ce moment. Ils doivent renforcer leur système de défense antimissile. De son côté, la Russie rejette la faute sur l'OTAN. Elle l'accuse aussi de violer ce traité qui interdit depuis 30 ans toute une série de missiles d'une portée variant de 500 à 5000 km. Sur la base de défense aérienne roumaine, l'OTAN peut déployer des missiles de croisière Tomahawk dans les silos existants. Les Russes disent que c'est une violation majeure. Il s'agit d'une arme de première frappe déguisée en antimissile. C'est pourquoi la Russie doit réagir. Donc les deux côtés sont pris dans un véritable corps à corps. Cette nouvelle course à l'armement remet en cause la portée de l'INF, ce traité sur les armes nucléaires signé en 1987 entre Washington et Moscou. L'INF est important car il interdit un type de missile très destructeur sur le continent européen. Réintroduire ce genre d'armes ici ramènerait l'Europe dans l'insécurité face à des armes qui peuvent réellement nuire aux deux côtés. La montée des tensions se poursuit donc entre l'OTAN et Moscou. Il s'agit essentiellement d'une entreprise criminelle privée qui s'étend à travers le monde, opérant à travers un réseau d'agences gouvernementales, d'institutions privées, d'entreprises publiques privées et d'institutions financières privées. L'idée derrière ces gens n'a pas changé depuis le début. C'est la destruction totale de tout ce qui est lié et affilié à l'idée d'un État-nation. Les premiers États-nations ont été créés en France sous Louis XI, puis en Angleterre avec Henri VII. L'idée derrière l'État-nation était la constitution de la protection sociale, droits accordés à des personnes qui n'en avaient jamais eu auparavant. Avant cela, les gens travaillaient comme des esclaves. Pour la première fois, ils avaient littéralement quelque chose qu'ils pouvaient considérer comme les leurs. Cela a donné l'idée de la Constitution, qui est encore une fois l'une des choses contre lesquelles ces gens se sont battus si violemment. Avec des États-nations, tout ce qui a été créé, toute avancée technologique qui a eu lieu, a créé le besoin dans d'autres pays d'Europe de faire de même.
sinon ils ont été laissés pour compte. C'est ce qu'on appelle le progrès, et c'est contre cela que les Vénitiens et les Bilderbergs d'aujourd'hui ont été virulement opposés. Ce qui est encore une fois la question de la croissance zéro et la destruction en gros des économies nationales et internationales. Tout cela fait partie de ce que vous constatez en ce moment. Le Fondi a été conçu par une partie des Khazars qui ont émigré dans le nord de l'Italie, adoptant le nom de Sepharvem à des fins trompeuses. Ils devinrent plus tard connus sous le nom de Vénitiens. La suite logique des choses, malheureusement. Le groupe Bilderberg est toujours actif dans la poursuite de l'établissement du nouvel ordre mondial. Ils sont tellement avides de pouvoir qu'ils inventent des crises pour y rester. Il s'agit de se battre, il s'agit de résister, il s'agit de défendre notre dignité. Car sur cette terre, tout le monde a droit d'exister sans être régi sous une autorité oligarchique qui se gave des richesses du monde avec excès et digère des ogives au cœur de l'humanité. La noblesse noire vénitienne. Peut-être que nous en saurons plus dans le prochain épisode. Avant que le monde existe, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'ai foi dans la parole de Dieu. J'obéis à ses ordres. Vous sentez-vous capable d'avoir foi en l'Éternel? J'ai foi en l'Éternel! J'ai foi en Dieu.